Beaucoup auraient pu croire à un canular, mais les images qui ont parcouru les réseaux sociaux à la vitesse du son se sont très vite avérées. Le chef de file de l'opposition politique au Niger et candidat investi par son parti à la présidentielle de 2021 est de retour sur le sol nigérien par un vol en provenance d'Abidjan. L'ancien président de l'Assemblée nationale a regagné son pays après 3 ans d'exil, accompagné par quelques proches, dont un ancien ministre d'État. Mais alors que l'intéressé est toujours condamné dans l'affaire dite de supposition d'enfant, ce retour soulève nombre de questionnements. Hama Amadou a-t-il reçu des garanties avant de revenir au Niger? Quel est son agenda dans les tout prochains jours? Son retour en pleine période de discussion autour d'un dialogue politique est-il anodin? En effet, et à la demande du Premier ministre Brégui Rafini, la classe politique dans son ensemble essaye de poser les bases d'un dialogue politique afin que le consensus puisse prévaloir avant le scrutin présidentiel qui consacrera l'alternance au sommet de l'État Niger. Retour surprise de l'opposant Hama Amadou. Pour quels impacts sur le dialogue politique? C'est la question en trame de l'émission du jour à chacun et à tous. Bonjour et bienvenue. À nos côtés, aujourd'hui, Hilaire Kofia. Bonjour. Bonjour, monsieur Jonas. Juriste, vous êtes également analyste politique. Un plaisir de vous avoir. Face à vous, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour, Jonas. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Et ma première question est pour vous, Lamine Sissé Mamadou, de retour au Niger. Votre première lecture, déjà, de ce retour, qui quand même, on va le dire, est un acte politique, peut-être majeur. Oui, mais j'avoue que c'est un soulagement pour tous les citoyens de l'Afrique de l'Ouest, parce que, vous savez, tout ce qui concerne le Niger concerne la communauté ouest-africaine. Et c'est symbolique, ce retour-là, d'autant plus que Youssoufou, en ce moment, est le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Donc, c'est tout à l'honneur, n'est-ce pas, du Niger, et tout à l'honneur du président Youssoufou. Alors, moi, quand j'ai vu ça sur les images, je me suis dit, j'ai sauté de joie. Je me suis dit, tiens, nous allons en partie régler maintenant les problèmes de l'insécurité au Niger. Nous allons finalement apaiser, parce que, je dis, moi, je suis apaisé, mais je sais que l'apaisement est national et régional. Parce qu'à l'intérieur même du pays, ça va contribuer à baisser les tensions. Moi, c'est la première lecture que j'ai. Voilà, Hilaire Kofia, l'homme est de retour dans son pays alors qu'il est condamné. On aurait pu s'attendre à ce qu'il soit arrêté à son retour, mais il a pu regagner son domicile après une escale sur la tombe de sa défunte mère pour s'y recueillir. Quelle est votre lecture déjà du retour de l'homme politique qui, quoi qu'on dise, est un retour surprise? Retour surprise, je dirais non. Il a été condamné, on le sait, et on connaît les raisons profondes de cette condamnation. C'était une condamnation, pas judiciaire, mais plutôt politique, puisque la politique a pris l'habitude de trouver des poux sur la tête de ses adversaires, et la meilleure façon de les battre sur le terrain, c'est de les écarter ou de les inverser. Et donc, Hama Amadou a été écarté, et par des poursuites supposées pénales, et au motif d'un trafic international de bébés, je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, il est rentré et Issoufou Amadou ne s'y est pas opposé pour la simple raison qu'il a voulu copier, voire pasticher l'Odyssée d'Homère. Il n'y a pas de terre plus douce que sa propre patrie. Donc, en permettant la rentrée de Hama Amadou, je vois le président en exercice, Issoufou Amadou, dans une posture d'accueillir un frère et de donner un sens au dialogue national politique qui va se tenir bientôt. Voilà, c'est un dialogue national dont beaucoup attendent des retombées. Mais avant cela, le premier geste de l'opposant a été d'aller se recueillir sur la tombe de sa mère. Après, il est rentré dans son domicile. On a vu, il y a une ferveur populaire qui entoure ce retour-là. Beaucoup de militants se sont déplacés vers son domicile aussi. Selon vous, quel est le prochain agenda de l'homme politique? Est-ce que selon vous, il doit parler ou non? Il doit plutôt se recueillir et respecter, pourquoi pas, un délai par rapport à ce deuil-là
puisque plusieurs personnes sont en train d'annoncer un délai d'environ 40 jours à respecter au moins pour le deuil. Oui, je crois que l'heure est à l'apaisement, l'heure est au recueillement aussi, puisqu'il n'a pas eu la dépouille mortelle. Mais je crois qu'il faut apprécier les gestes que le gouvernement a fait. Ils sont allés derrière lui présenter les condoléances, ils ont accompagné. Des ministres du gouvernement se sont effectivement déplacés à son domicile pour présenter les condoléances. Voilà, donc Ama Amadou est un homme d'État. Sa posture, personne ne peut indéniablement. Donc moi, je pense que dans ce processus-là, on ne peut pas parler de dialogue politique sans, n'est-ce pas, le principal parti de l'opposition. C'est pas possible. Cela montre un peu la sincérité de ce dialogue, puisque les autorités sont sincères à aller au dialogue. Parce que moi, c'est le tableau que ça me donne. Ça me donne le tableau de voir que vraiment, le président Youssoufou veut vraiment aller vers le dialogue. Et je pense que Ama Amadou et le président Youssoufou, ils n'ont pas de divergence majeure que le pays, le Sénégal, et comment dire, le Niger. Parce qu'à un moment donné de la vie, on se surpasse, on oublie soi et on voit la nation. Je crois que c'est le Niger qui a réuni tous les Nigériens. Regardez depuis hier le balai, n'est-ce pas, les ministres qui allaient... Toutes sortes de personnalités. Présenter leurs condoléances. Mais c'est une image qui est formidable, c'est beau. C'est ce qu'on connaît de l'Afrique et de l'Africain. Je crois qu'il faut pousser de l'avant, aller de l'avant. Les clivages politiques, les divergences de gouvernance, etc., ne doit pas influer sur, n'est-ce pas, l'intérêt supérieur du Niger, et le Niger qui est dans une situation très très dangereuse à l'heure actuelle. Ce retour est donc aussi un retour à fort accent politique. Il a Kofidia. Non, c'est un retour a priori politique, sauf que a posteriori, l'homme a perdu sa mère. Et une maman ne s'achète pas au marché. Et une maman, c'est ce qui, pour un garçon, est essentiel. Parce que le fait de garder pendant 9 mois cet avorton dans son ventre, il reconnaît à la maman sa place première. Et j'apprécie le recueillement. J'apprécie autant le jeûne de 40 jours décrété pour la mémoire de sa maman. Et j'applaudis la démarche des ministres du gouvernement qui sont allés le soutenir. Parce que c'est dans les temps contraires qu'on reconnaît les vrais amis. Et les mœurs, les pratiques doivent supplanter les lois. Parce que lorsqu'on choisit de ne pas respecter les lois, on comprend qu'on tire vers le chaos. Donc ce retour, au-delà du recueillement, est forcément politique. Et cela dénote non seulement de l'utilité et de la sincérité du dialogue national politique. Le dialogue, contrairement au nôtre qui est concentré uniquement sur les politiques, et les politiques d'un même rang, d'une même cour, d'un même clan. Ici, c'est national politique. Du coup, tous les partis et tous les leaders du parti sont invités à la table pour échanger. D'où j'estime que Issoufou Amadou a fait un pas et salutaire, plus que certains qui ont voulu d'un simulacre de dialogue ou d'un dialogue ressemblant à l'imposture, avec des conditions déjà prédéfinies et tentant toujours de vouloir écarter et des partis politiques qui puissent participer à la gestion de la chose publique et ne suscitant même pas le retour de ceux qui leur ont permis de gagner le pouvoir d'État, même si aujourd'hui ils sont dans ce fauteuil juté et refusent de le quitter, et érigeant même des lois pour s'éterniser. Mais Dieu est éternel, l'homme est mortel. Et tout ce que fait un mortel est limité. Et je les encourage à ériger encore des lois. Cela atteste de ce qu'ils sont fondamentalement corrompus et que leur règne est éphémère. Et si le génie du peuple n'arrive pas à les bouter dehors, et le Vosso Populi finira par avoir raison d'eux. Et donc, à côté de cela, quand on voit comment Issoufou Amadou prépare déjà son dialogue national et politique, en admettant
un adversaire politique à rentrer au pays. De cette dimension-là. De cette dimension-là, à rentrer au pays et à vouloir réunir tous ses frères autour d'une même table au nom de la cohésion, au nom de la paix. On ne peut que saluer et l'applaudir. C'est un dialogue national qui, visiblement, trouve écho. L'opposition avait quand même émis quelques réserves et demandait à ce qu'un certain nombre de points soient clarifiés avant d'aller à ce dialogue-là. La société civile aussi a désigné 3 personnalités, dont quelques-uns ont souvent, sinon toujours eu maille à partie avec la justice nigérienne ces dernières années. Je pense notamment à Nouma Arzika, si je ne m'abuse, qui est désigné comme premier représentant de la société civile à ce dialogue-là. Votre avis sur la pertinence du dialogue et le contenu ou les exigences que l'opposition doit avoir à ce dialogue-là? Oui, parce que les dialogues politiques souvent en Afrique échouent par manque de méthode. Actuellement, je ne vous coupe pas, le dialogue politique au Sénégal est au point mort. Le dialogue politique national au Cameroun a accouché, a fini en queue de souris. Le dialogue politique au Bénin, n'en parlons pas. Il y a eu une révision de la Constitution dans la foulée. Autant de dialogues qui, quand même, ont des difficultés. Pour vous, est-ce que le Niger pourra faire, pourquoi pas, exception à cette règle-là? Allez-y. Non, au Sénégal, ils ont rectifié. C'était une contrainte qui n'est pas... Ils ont réglé ça, quoi. Ça va, quoi. Parce que c'est le président du dialogue national qui n'a pas été installé officiellement. Mais ils ont pris les dispositions pour l'installer la semaine qui vient, là. Donc, ça devrait se sinon, le dialogue politique est en cours. Hein. Ils sont très avancés. Il y a eu des consensus forts, quoi, sur le dialogue politique. Ça avance. Maintenant, ce que je voudrais dire, au Sénégal, ils ont bien sûr les termes de référence. Si le Niger demande les termes de référence, il faut les termes de référence d'un dialogue. Il ne faut pas aller dans un dialogue sans savoir on va dialoguer sur quoi. Il faut que les gens s'entendent d'abord sur quoi dialoguer. Et faire table rase sur tout, faire comme si nous allons aller vers une nouvelle dynamique, une dynamique consensuelle qui permet, n'est-ce pas, à la société civile d'y adhérer, même les religieux d'y adhérer, n'est-ce pas, la classe politique d'y adhérer, pour dire que c'est ce que nous voulons pour notre pays. Et en ce moment, le président Youssoufou est tenu. Parce que c'est ce qu'il voudrait. Je crois que c'est ce qu'il voudrait, parce que sinon, on ne va pas perdre le temps de convoquer les gens et aller leur imposer, n'est-ce pas, la conduite à tenir. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que j'ai vu, par exemple, ici au Bénin, ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Je n'ai pas vu toute la classe politique réunie. Soglo dehors, Adjavon de l'autre côté, et puis les communes, tout le monde dehors. Mais non, le dialogue politique se fait autour des acteurs pour dire finalement, c'est sur ça que nous sommes. Parce que la Constitution, c'est la Bible, c'est le Coran, c'est la loi fondamentale d'un pays. Pour toucher ça, il faut qu'il y ait un consensus autour. C'est extrêmement important. C'est pourquoi je dis, moi je salue, il faut que le Niger aille vers les termes de référence consensuels d'abord, et n'est-ce pas, des personnalités neutres qui conduisent ce dialogue-là, et que le dialogue soit franc et sincère, et qu'il mette table rase sur tout, et qu'il ramène tout à zéro, et que vraiment, le consensus qui va être dégagé, n'est-ce pas, le code électoral va être toiletté, et la Constitution va être touchée, parce qu'il y a un consensus autour, avant d'aller vers les élections. Là, en ce moment, vous savez, ça règle doublement deux problèmes. Le premier problème, ça contribuera, n'est-ce pas, à lutter efficacement contre le terrorisme, l'insécurité. Vous savez, l'insécurité le plus grave, c'est créer des divisions internes. La division interne est un terreau fertile à l'insécurité, au terrorisme. Et au terrorisme. Parce que les fils du pays ne disent pas... Vous savez, c'est la confrontation... C'est la confrontation des citoyens. Ça veut dire que Ama, un opposant politique très populaire, on le sait, Youssoufou, un mouvancier populaire, pendant toutes ces années-là, les personnes de Youssoufou et les personnes de Ama, il y a une confrontation interne entre leaders et entre populations. Cela ne peut pas permettre, n'est-ce pas, à une lutte efficace. La lutte contre le terrorisme, c'est le peuple qui doit être à l'avant-garde même de cette lutte, le peuple. Mais ce peuple-là est divisé. N'est-ce pas? Ce peuple vit dans une situation d'insécurité totale parce que ce peuple est divisé. Les gens disent, bon, ils n'ont qu'à tuer, c'est sur l'affaire de Youssoufou. Parce que les autres ne se reconnaissent pas à la gouvernance de Youssoufou. Donc, c'est pourquoi ce dialogue politique-là va régler tous ces problèmes-là. Donc, je pense que les Nigériens sont assez patriotes. Parce que j'ai vu le forum
le forum sur la paix qui est organisé en France. Et j'ai vu Youssoufou, le président malien du Tchad, Idriss Déby, et le président Tshisekedi, invité par RFI, notre chroniqueur là. Mais ils ont développé des théories, s'ils pratiquent ces théories chez eux, mais je crois que nous allons aller très loin. J'ai été admiratif par rapport à ce que le président Youssoufou développait. Je me suis dit, mais ce monsieur-là, il est lucide, il sait théoriquement ce qu'il veut. Mais nous l'invitons à pratiquer cela au Niger. S'il le pratique au Niger, il va être un héros sur le plan régional. Un héros. Parce que déjà, on va dire, Youssoufou a marqué l'esprit des Africains. Par son comportement et ses attitudes. Voilà. Il est Kofi-Gall, les préalables de ce dialogue-là. On sait que l'opposition ne siège pas actuellement à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. L'opposition n'y est pas. On sait qu'il y a le code électoral qui contient aussi quelques griefs, notamment quelques articles insérés sans l'accord de l'opposition, qui estime que ce sont donc des articles insérés à dessein pour écarter certains candidats de la course au scrutin de 2021. Est-ce que, selon vous, ces préalables-là doivent être, je vais dire, dessinés très tôt avant d'aller à ce dialogue politique-là, ou bien tout le monde va s'asseoir et puis on voit ce que ça donne au bout? Non, l'opposition a bien fait de faire savoir ses préoccupations essentielles, et le dialogue doit forcément tenir compte de cela. Parce que quand vous dites que le dialogue est national, c'est que vous replacez la nation au cœur de la dispute. Vous replacez la nation au cœur de la dispute. Et lorsque la nation est au cœur de la dispute, les fils et les filles de la nation doivent être présents. Tout le monde, que ce soit les exilés, que ce soit ceux qui ont été déposés en prison ou des ambitions politiquement incorrectes, tout le monde doit venir à la table. Et l'opposition, en faisant savoir ses doléances, les premières, indique en même temps les conditions qui doivent être préalablement remplies pour qu'elles puissent venir s'asseoir et échanger. Et le dialogue politique, comme il le dit si bien, il doit englober tous les acteurs politiques, sans exception aucune. Et un dialogue politique qui doit accoucher d'une constitution taillée sur mesure n'est pas un dialogue politique. Parce que toute constitution dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée et la séparation rigide des pouvoirs est écartée et vouée à l'échec. Aujourd'hui, on a des États dans lesquels le pouvoir est concentré dans les mains d'un seul individu. On n'est plus dans la démocratie au sens premier du terme, mais au sens figuré, et qui atteste de l'inculture politique de ces hommes et qui ont des ambitions plus ou moins bornées qu'on a mis à la tête de certains États africains. Et c'est dommage que l'État qui avait le sobriquet du quartier latin en soit venu là. Et c'est heureux que ce petit État désertique du Niger, riche en uranium, n'est pas en train d'emboîter le pas au Bénin, mais propose un dialogue politique inclusif. Vous voyez? Donc l'inclusivité atteste déjà de la bonne foi et de l'auteur de ce dialogue pour une sortie de crise conduisant les uns et les autres vers la sauvegarde de l'intérêt général. Et l'intérêt général ici, c'est la protection du peuple. Je reste avec vous. Une question, un pan du débat qu'avait évoqué tout à l'heure Lamine Cissé, c'est la pertinence ou l'utilité de parler cohésion dans un pays en proie à l'insécurité et au terrorisme. Est-ce que selon vous, tout le monde doit parler d'une seule et même voix dans un régime où on a des difficultés de type sécuritaire? Qu'est-ce qui pourrait aider à pacifier davantage ou à régler le problème du terrorisme si il y a clivage politique-opposition dans nos États? Le seul moyen d'obvier, donc de remédier, voire de pallier aux problèmes sécuritaires, c'est que les fils et les filles du Niger puissent d'abord accorder leur violon. Parce que lorsque l'on est ensemble, on est plus fort. Et lorsque la vision elle est unique et volontaire, c'est-à-dire cela prend. Donc il faut une certaine volonté politique.
Et cette volonté politique doit rassembler, c'est-à-dire tous les leaders des partis politiques pour qu'on puisse sauver le Niger. Le Niger reste l'intérêt commun. Et je crois que ce rassemblement des leaders politiques pourrait permettre de trouver une solution appropriée, indiquée, pour mieux combattre le problème sécuritaire. Mais tant qu'ils seront divisés, celui qui a intérêt à voir le Niger divisé pour pouvoir rayer sur l'uranium continuera par jouer à ce sale jeu, puisqu'il est tapé dans l'ombre et que les uns et les autres ne veulent pas nommer. Et nous, on a pris l'habitude de les nommer. Ce sont les puissances internationales qui disent nous avoir colonisé, je ne sais pas comment, mais heureusement qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent plus coloniser des gens comme vous et moi. Et nous n'avons pas besoin de pour vivre ni pour survivre. Vous voyez, donc tout est clair. La colonisation a un temps, on a 60 ans. Lorsque vous avez fait un enfant âgé de 60 ans, je crois qu'il est suffisamment mature. Donc leur calcul, leur schéma, qui consistait à transformer nos chefs d'État en leurs disciples ou en leurs intermédiaires pour leur brader nos ressources naturelles à des fins politiques, histoire de les soutenir et les maintenir au pouvoir. Et lorsqu'ils refusent de jouer leur jeu, on décide de financer l'opposition pour semer de la zizanie au pays comme ils le font. Tout le monde a commencé par avoir clair dans ce jeu-là. Et je crois que le seul moyen pour le Niger de sortir, c'est ce dialogue national et politique. Voilà. Alors, pertinence de la création par le Premier ministre d'une conférence des leaders de partis politiques qui devrait examiner les questions, notamment liées aux élections, à la Commission électorale nationale indépendante, au Conseil national de dialogue politique. C'est un conseil qui existe depuis bien des années, mais qui n'a jamais réellement fonctionné depuis le démarrage du second et dernier mandat du président Issoufou. L'accès équitable aux médias d'État, autant de points que cette conférence-là des leaders de partis politiques devrait aborder. Ce sont aussi les exigences de l'opposition avant d'aller à ce dialogue-là. Est-ce que, selon vous, le retour de Hama Amadou, conjugué à ces exigences-là, pourra, pourquoi pas, faire avancer le débat? Très bien, voilà, c'est ça, parce que ce qui prouve qu'il y a problème, ce qui prouve qu'il y a réellement problème. Vous savez, l'alternance n'est pas une fin en soi en démocratie. Le tout ne suffit pas de partir. Non. L'alternance, c'est le processus électoral qui crée une alternance crédible. Le processus électoral, c'est depuis l'inscription jusqu'aux instruments qui seront chargés d'organiser. Donc c'est la transparence en amont et en aval qui est le processus électoral. Si le processus électoral est biaisé, y compris les lois, il faut mettre des lois consensuelles, des lois démocratiques, mais des lois de coup d'État. C'est-à-dire qu'on met maintenant des lois qui font des coups d'État, ça pose un problème. Donc, le Premier ministre, la proposition qu'il a faite, c'est pour pouvoir diagnostiquer et trouver des solutions. Moi, je crois qu'il faut aller vers là. Parce que si on dit, voilà, on va mettre la conférence des leaders, mais voilà sur quoi nous... C'est les termes de référence. Ça joint. Donc, moi, je dis, bon, j'applaudis. Je dis, suffisamment, les Nigériens ont des compétences qu'il faut. Ils ont des compétences qu'il faut. Ils ont des patriotes qu'il faut. Bon, tout le monde n'est pas patriote. Il y a des gens qui courent pour le ventre. Mais je crois que le président Youssoufou, il va faire preuve de ce qu'il veut que le Niger soit aujourd'hui. Il va faire preuve de cela parce que il doit inscrire, n'est-ce pas, l'histoire en lettres d'or. Hama Amadou, quand on parle vous avez parlé de terrorisme, la question que vous avez posée à mon co-débatteur, il a si bien illustré. Mais Hama Amadou, c'est un homme redoutablement expérimenté. Vous pensez que pour le règlement du problème de terrorisme, mais là, ça s'enfermer avec le président Youssoufou dans leur salon et discuter du pays par rapport au terrorisme, comment on va régler ça? Il apportera sûrement des solutions que les autres n'ont pas. C'est pourquoi ça dit que chacun est important pour le problème du Niger. Chaque individu, chaque personnalité, même celui qui garde un gardien est important pour le problème de... Parce qu'il va savoir dans la rue ce que les autres n'ont pas su. Donc tout le monde est important au Niger aujourd'hui pour régler le problème du terrorisme, de la sécurité au Niger. C'est ce que moi je donne comme conseil. Le problème du terrorisme, Hilaire Kofi, n'est-il pas aussi fondamentalement lié au développement
et à la garantie des 3 repas par jour dans l'assiette de chaque Africain. Le problème du terrorisme est lié à la richesse, à la ressource nationale du pays, l'uranium, qui est détourné par les puissances nationales, tapis dans l'ombre et qui disent nous accompagner ou nous guider dans nos démocraties africaines. Et tant qu'il y aura le trouble au Niger, il faut comprendre que les 3 repas seront difficilement consommables. D'où, aujourd'hui, le débat politique n'a rien de léger. Ce n'est pas un débat. On va au-delà de la discussion privée et détendue. Et je veux comprendre qu'au cœur de tout débat, il y a forcément un fond de colère. Et lorsque ils arriveront à trouver une solution appropriée pour remplacer la colère par une certaine cohésion, ils pourront privilégier les meilleurs et les axes principaux pour booster le développement du pays et régler le problème du repas tripartite quotidien que vous évoquez. Et donc, il y a de la terreur, parce que l'on n'a pas accepté de brader les ressources naturelles à la puissance internationale qui en profitait et qui a choisi alors de créer un front pour pouvoir affronter le pouvoir en place. Et ça, on le sait déjà. Et c'est ce qui constitue le frein au développement des États africains, notamment francophones. Parce que le pouvoir a ses réalités que nous autres, en tant qu'analystes politiques, ne percevons toujours pas. Parce qu'une fois dans ce fauteuil, il semblerait qu'il y a des exigences, il y a des pré-contrats qui existent. Et quand ils viennent, ils sont surpris de constater que ce sont les réalités du pouvoir. Donc, il faut tourner dos à cela. Lamine Cissé. Oui, non, je voudrais rebondir d'abord par rapport à... Moi, c'est le système que je défends. C'est-à-dire que c'est les principes. Je défends les principes. Les chefs d'État, Tshisekedi jusqu'à Kabila, je ne les connais pas. Je ne suis pas fan d'eux. J'ai fait une analyse selon le contexte du pays. Alors, j'ai fait l'analyse du Niger selon le contexte nigérien. C'est comme au Sénégal, le président Wade. Je ne suis jamais assis avec le président Wade comme ça. Je l'ai tout le temps défendu. Karim Wade, je ne l'ai jamais serré la main. Je ne suis même pas du parti du président Wade. Moi, je suis de formation gauche. Moi, je suis un révolutionnaire. C'est les principes que je défends. Donc, ici, je crois qu'on ne peut pas être un citoyen de la communauté et voir un pays qui chavire. Parce qu'en fait, quand un pays chavire, c'est une chaîne. C'est les maillons. Les 15 pays de la CEDEAO constituent les maillons de l'intégration régionale. Si un maillon est faible, ça a un impact sur les populations. Vous avez dit tout à l'heure là que, par exemple, le terrorisme, ne pas manger matin, midi et soir, ça même c'est du terrorisme. Vous savez, on est en lutte contre la malnutrition, le sous-développement. C'est un combat, c'est un autre combat. Si en plus de ce combat, il y a un autre terrorisme avec les armes qui viennent s'ajouter à cela qui est fabriqué, parce que par qui? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Le terrorisme a pris corps dans le Moyen-Orient. Et l'État islamique, qu'est-ce que l'État islamique qui se fabrique vers l'Irak, tout ça là, a quelque chose à voir avec nous? Parce que nous sommes dans un environnement où les puissances financières qui financent ces terrorismes-là voudraient maintenant perpétuer leur système de domination impérialiste à travers le monde. Donc il faut créer des zones d'insécurité pour venir s'installer. Sinon, on n'aurait pas besoin de l'armée française au Mali. Pour faire quoi là-bas? Mais il faut qu'il y ait des zones d'insécurité. Sinon, on n'aurait pas besoin de bases militaires américaines, etc. au Niger. Il y a trop de bases au Niger. Pour faire quoi là-bas? Ok? Sinon, l'uranium nigérien qui illumine la France, nous avons un problème d'électricité au chez Niger. Nous, il y a un paradoxe. Donc, je crois que nous savons ce qui se passe. Nous sommes doublement terrorisés parce que nous sommes terrorisés par la malnutrition, la faim, le sous-développement. Quelqu'un veut se soigner, ne peut pas se soigner. La jeunesse, ils finissent leur formation, ils n'ont pas d'emploi. Ça, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Et l'impact de toutes ces pressions-là sur les populations, en plus de cela, il y a l'insécurité. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on règle les facteurs endogènes d'abord, avant de régler les facteurs exogènes.
entre nous. C'est ça que le Niger est en train de faire, hein, ce dialogue national-là. Entre nous, asseyons-nous, regardons dans les yeux, mettez les choses à plat, soyons d'accord à travers des consensus forts. Stabilisons l'intérieur du Niger et que les hommes se donnent la main. Maintenant, on fait face à l'ennemi commun, qui est d'abord le sous-développement et l'insécurité. Voilà, Hilaire Kofidia, il y a visiblement des personnalités que ce dialogue politique-là n'arrange pas forcément. Il y a des personnalités qui sont accusées d'avoir fait main basse sur la CENI, sur le code électoral et qui profiteraient forcément du système. Est-ce que, selon vous, tout le monde a forcément envie que ce dialogue puisse prospérer dans le Niger? A priori, tout le monde a envie que le dialogue prospère. Sauf qu'ils disent que pour que le dialogue soit abouti, il faudrait que ces personnalités qui, par le passé, ont fait main basse sur la République puissent prendre en considération leurs doléances. Vous ne pouvez pas aller à un dialogue lorsque vous bafouez, par exemple, la liberté des citoyens. Lorsque, vous voyez, le but du dialogue politique doit être de répondre à la crise. Et à quelle crise? Une crise de représentativité. Donc le Niger appartient à tous les Nigériens. Et donc il faut laisser les gens se représenter. Et bien, il s'agit mieux d'associer les citoyens et mieux représenter les sensibilités. Donc les sensibilités qui ne se sentent pas concernées, il faut les intéresser à la chose. Et comme le dit bien M. Lamine Cissé, c'est le lieu à travers ce dialogue et de réunir toutes les forces, de se regarder droit dans les yeux et de mettre au devant l'intérêt du peuple nigérien. Et un peuple qui a une richesse comme l'uranium ne doit pas connaître des citoyens qui vont manquer de 3 repas par jour. C'est parce que l'uranium intéresse certains. C'est parce que le peuple ne jouit pas de l'uranium comme cela. Il n'y a pas que cela, il y en a beaucoup, ils ont beaucoup de ressources. Ils ont beaucoup d'autres ressources, mais c'est un État fondamentalement pauvre. Mais pourquoi? La raison est ailleurs. Donc tournez dos à cet ami, entre guillemets, ennemi, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra booster le développement du Niger pour vous. Mais seuls les Nigériens peuvent grandir le Niger. Et si Issoufou Amadou, après 2 mandats, a compris la chose et a voulu associer tout le monde à ce dialogue, j'inviterai les autres leaders qui ne se sentent pas concernés à venir. Parce que la politique de la chaise vide, elle est mauvaise, car la nature a horreur du vide. Voilà. Alors aujourd'hui, on a l'impression que la course au scrutin de 2021 ne sera pas de tout repos pour quelque bord que ce soit. Le président Issoufou Mahamadou a sans doute, avec son onction, fait investir son ministre Bazoum Mohamed, candidat du parti au pouvoir, déjà au moins 2 à 3 ans avant le scrutin, un candidat donc à ce scrutin-là. On sait que d'autres personnalités ont envie de compétir. Je pense notamment à un ex-militaire, je crois qu'on est militaire à vie, général, qui est aussi à la tête, Salou Djibo, qui est aussi à la tête d'un mouvement. Est-ce que, selon vous, toutes ces sensibilités-là ont intérêt à aller à ce dialogue politique-là? Est-ce que ça arrange aujourd'hui forcément quelqu'un qui est en position, on va dire, de force, qui est ministre d'État, avec tous les attributs dus à son rang, candidat investi du parti au pouvoir, d'aller s'asseoir à un dialogue pour faire des concessions pour des personnalités qui peuvent peut-être lui créer des ennuis à ce scrutin-là? Oui, mais évidemment, ça va être chaud. Nous avons ici aussi le président Issa Boubacar Alpha qui a créé son parti. UPR Kande Gobni, lui aussi, il doit aller à la présidentielle. Mais quelle que soit la situation, ce qui est important dans une démocratie, c'est de laisser librement les gens compétir et laisser le peuple faire son choix. Parce que vous savez, tant qu'on prive le peuple de son choix, ça a la répercussion dans la gouvernance forcée. C'est la dictature. Quand vous privez le peuple de son choix, vous créez une tension incommensurable dans le pays. Et c'est pourquoi je dis, laissons les gens, chacun aille compétir, chacun aille parler au peuple. Celui que le peuple a dit, c'est pour vous que nous votons. Donnez-lui le pouvoir et créez le consensus dans ce qu'on appelle la gouvernance concertée. Nous l'avons vu ici au Bénin. Vous avez donné un modèle ici au Bénin.
le modèle dont nous avons été très fiers depuis 1990. C'est maintenant que tout est en train de partir en lambeaux. Moi, c'est ça mon inquiétude. Mais je magnifie la démocratie béninoise. Quand, pendant la campagne, les gens dansaient, c'était la fête, la démocratie. La démocratie tout le monde est d'antan. Oui, d'antan, je dis. Je ne parle pas de maintenant. Je dis, effectivement, c'est ce qui est en train d'être enterré. C'est ce qui, moi m'attriste. Ça m'attriste réellement. Parce que je faisais des rapports, j'écrivais, je disais... En Afrique, c'est la démocratie béninoise qui est la meilleure. Je ne parle pas de la gouvernance, je dis la démocratie. La gouvernance est un processus de perfection. Mais je dis la démocratie béninoise. Le peuple s'exprimait. Après les élections, tout le monde est apaisé. Chacun dort chez lui. Chacun est tranquille, il n'y a pas de tension. Mais la démocratie où après les élections, on tue les gens dans la rue, mais ça pose un problème. Moi, ça me pose un problème. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je ne sais pas, on ne comprend pas pourquoi on a pu tuer les gens dans la rue. À cause de quoi je veux exprimer mon mécontentement. Donc, il faut qu'on évite ça en Afrique. Ces choses pareilles-là, ce n'est pas un modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gouverner et développer nos pays avec ces comportements-là. C'est pourquoi il faut saluer et encourager ce qui se passe au Niger. Saluer et encourager ce qui est en train de se passer au Sénégal. Parce que le Sénégal n'est pas à l'abri aussi. Nous allons, dans 2 ans, nous allons commencer à exploiter le pétrole en quantité, du gaz. Et ces terroristes-là, ils sont aux aguets. Ils attendent là où la paix va venir là pour venir s'installer et créer des désordres. Parce que c'est dans le désordre qu'ils se nourrissent du désordre. Ils se nourrissent du sang humain, des massacres. C'est ça qui les fait nourrir. Donc, franchement, je pense qu'il faut que les citoyens africains, nos dirigeants quand même, qu'ils aient pitié de ces populations-là, qui courent derrière le repas quotidien, qui cherchent à se soigner et ne peuvent pas se soigner. Mais il faut qu'il ait pitié de ce peuple-là quand même. Alors, dans la course... Que veut-on saluer au Sénégal lorsque c'est après d'avoir gagné les élections que Macky Sall fait libérer le maire de la ville de Dakar? Bon, c'est une question que vous me posez. Non, je ne vous pose pas une question. Ça ne mérite pas salutation. Que veut-on saluer? C'est une façon de parler. Que veut-on saluer au Sénégal lorsque on invente le parrainage alors que soi-même on n'est pas venu au pouvoir par le parrainage? Voilà. Que veut-on saluer au Sénégal lorsque on vient... Nous l'avons condamné, donc autant ne pas dire que Youssoufou est en train de bien faire aujourd'hui. Je crois que vous êtes les deux sur la même longueur d'onde par rapport à ces questions-là. Il est Kofidia. Nous allons revenir au cas nigérien avec vous. Outre Hamamadou, qui forcément a des ambitions politiques et présidentielles convaincues et attestées, il y a Bazoum Mohamed, ministre d'État, qui a été investi candidat du parti au pouvoir. Mais visiblement, on sent qu'il y a, comme qui dirait, d'autres candidats qui seraient ou qui auraient l'onction du président Issoufou Mahamadou. C'est en tout cas ce qui se murmure. Je parle bien évidemment avec le conditionnel de rigueur, le général Salou Djibo, qui a démissionné récemment à son mouvement aussi, et visiblement beaucoup attestent de ce qui sera candidat à ce scrutin-là. Les chances de ces personnalités-là qui ont quand même eu, quoi qu'on dise, des amitiés ou des affinités avec le président Issoufou Mahamadou. Oui, le Dauphinat est bien, mais a montré ses limites. Et Issoufou Mahamadou est en train de tirer le leçon des échecs des Dauphinats des autres États. Il s'est dit, mieux, j'ai plus de candidats, d'amis ou de proches candidats à ces élections, que le meilleur d'entre eux gagne, que de me concentrer sur un seul qui risque d'être battu à plate couture, et je me retrouve dans l'obligation de négocier avec un adversaire pour qu'il puisse amnistier officieusement, c'est-à-dire mes actes illégaux passés, comme on a connu en RDC avec l'actuel président Tshisekedi. Puisque le dauphin de Joseph Kabila n'est pas passé. Vous comprenez un peu. Donc on fait une lecture politique exhaustive de la sous-région, et on se dit qu'il vaut mieux que j'ai plusieurs de mes proches candidats que d'avoir un seul, puisque le Dauphinat a montré sa ligne, comme je l'ai dit tantôt. Et à côté de cela, il y a Mahamadou avec qui il faut compter, parce que l'ancien président de l'Assemblée nationale, et avec toutes les stratégies et subterfuges dont on a fait montrer pour l'écarter, et avec ce retour, il y a un aura, un charisme qui va lui permettre d'engranger la voix
des mécontents, des faibles et de ceux qui sont sans voix au Niger. Donc, ce serait vraiment âpre. Même puisqu'il reste encore un an, Issoufou Amadou a le temps d'amener celui qu'il préfère au milieu de tous, à pouvoir gagner quelque chose d'important. Mais ce qui est bien, je m'étais posé la question de savoir quel était l'intérêt de Issoufou Amadou d'organiser un dialogue national politique. Et j'ai compris que c'était opportun. Parce que c'est bon de partir, mais si vous partez sans régler les conflits ou sans régler ce qui pourrait faire éclater ou exploser l'État, et ce n'est pas bien. Il faut que l'après-vous soit une preuve de continuation et que le principe de continuité sur lequel repose l'État soit ferme. Et en cela, c'est salutaire ce qu'il fait. Mais c'est salutaire aussi l'idée selon laquelle un dauphinat ne suffira pas, mais il faudra des dauphinats. Donc, Issoufou Amadou est dans ce schéma, puisqu'il tient à dormir ou à jouir du luxe de la dormition après les 2 ans de mandat. Voilà. Parce qu'il dit qu'il a fini les 2 mandats. Les mains propres, c'est faux. Lamine Cissé, plusieurs dauphins, effectivement, pour Issoufou Mamadou, selon vous? Non. Tu vois, il a dit qu'il a compris ce qui se passe. C'est ce qui se passe au Sénégal aussi. Le monsieur, c'est son dernier mandat. Il faut qu'il crée qu'il assainisse. Visiblement, il y a comme une omerta autour de la possibilité d'un 3e mandat ou non. Non, lui-même, il a clarifié cela. La Constitution ne permet pas ça. D'accord. Ça, c'est clair. C'est des gens qui mangent collatéraux, là. qui sont en train de... Le budget, voilà. Allez-y. Alors, donc, ce que je voudrais dire est que Hama Amadou, c'est un homme d'État, d'une expérience redoutable depuis Séni Koundji jusqu'à Tandja pendant 10 ans, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Donc il a une expertise à apporter pour le pays. C'est extrêmement important. C'est pourquoi sa participation à ce dialogue-là en tant qu'opposition, pour moi, ça va aller vers l'apaisement du pays. Mais ce qui est important est que la carte électorale va se définir à 7 ou 6 mois avant les élections. Il y aura une surprise. Tout reste encore à jouer. Tout reste à jouer. Rien n'est fait. Pas quelqu'un qui te dit je suis déjà gagnant. C'est pas possible. Donc c'est ce que je dis. Le jeu doit rester ouvert et que les instruments de la démocratie soient également ouverts. Voilà. Ce sera votre mot de fin. Vous êtes Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, il y avait Hilaire Kofidia, juriste, analyste politique. Monsieur, merci. C'était déjà la fin de cette émission débat de 45 minutes. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien.